Donc je vais vous donner quelques petites clés de lecture des paysages départementaux, et puis ensuite on va essayer de voir quelles sont les unités paysagères. Je vais les passer par le menu, mais assez rapidement, sur le territoire de Loire-Atlantique. Et enfin on va regarder les dynamiques et les enjeux sur ces paysages. Alors, premier élément, c'est les éléments de socle. On a déjà montré ces cartes tout à l'heure, mais je vais rentrer un petit peu dedans. Donc, notamment avec la carte géologique, hein, vous voyez, alors là, on est à l'échelle régionale, hein, le département est plutôt sur ce secteur. Et on voit qu'il y a une chose assez marquante sur le département, c'est ce secteur-là, en fait, hein, qui est le massif armoricain, et donc là, cette direction nord-ouest-sud-est, qu'on appelle direction armoricaine, elle correspond à une zone de subduction, en fait. C'est-à-dire que la croûte terrestre commençait à rentrer l'une sous l'autre, en fait, et donc du coup, on a un effet de pli, et on avait, j'ai encore appuyé sur le truc, voilà, et on avait ce qu'on appelle une zone de subduction. Donc, grosso modo, on avait un peu la cordillère des Andes ici, quoi, en fait. On a le même mécanisme sur le plan géologique. Je schématise, hein, mais c'est pour bien comprendre. Donc, cette cordillère des Andes, elle a un petit peu disparu aujourd'hui, hein, heureusement, parce qu'on le saurait, sinon on ferait du ski à Nantes. Et donc, du coup, on a cette direction qui est encore fortement marquée dans le paysage. Autre direction aussi, et elle va se décliner. Vous voyez qu'on la retrouve ici sur ces secteurs. Et donc ça va conditionner finalement tout le paysage sur ces hauteurs, avec des couches géologiques un peu différentes. Ici on est sur de l'Ordovicien, donc on va retrouver au nord du département des paysages qui vont être liés avec l'exploitation minière. Vous voyez les terris d'Abarré, vous avez sur ces secteurs-là, j'ai oublié le nom de cette commune, je ne vais pas la retrouver, c'est pas grave. Donc sur le sud, vous avez également des territoires assez anciens avec une direction là qui va être est-ouest, qu'on ne voit pas ici sur la carte, mais qui est aussi assez importante, qui est là une direction plus ancienne. Et puis, ce que vous voyez en bleu, donc c'est tout le réseau hydrographique, avec notamment des petites zones d'effondrement, notamment la Brière, hein, qui va donner ces marais d'estuaires assez impressionnants, les marais bretons-vendéens ici sur le secteur, et puis donc le Val-de-Loire, hein, qui traverse tant bien que mal ces couches un peu dures. Vous voyez que là, quand on est dans le bassin parisien, la vallée de la Loire est assez large, hein, on est dans le polder fluvial de l'Othion. Quand on commence à rentrer dans le massif armoricain, ça se resserre. C'est la dernière fois que la Loire rencontre un massif montagneux, et, enfin un ancien en l'occurrence, et donc elle va avoir un faciès complètement différent. Donc vous voyez qu'il y a des structures de relief qui vont être complètement différentes et liées à cette entrée géologique. Et puis ici, je vous ai mis aussi l'entrée hydrographique qui est extrêmement importante, hein. Les paysages de Loire-Atlantique sont intimement liés à l'eau, hein, puisque le nom du département donne déjà la couleur, hein, Loire et Atlantique. Donc on a à la fois des eaux fluviales et des eaux marines avec des très grandes fluctuations. Donc derrière, une eau qui va être très présente dans le paysage. Ça va donner une grande variété aussi dans l'occupation du sol. Bon, je ne vais pas la détailler ici, mais on va le voir tout à l'heure dans les unités paysagères. Alors, au-delà de ce socle, il y a aussi la marque de l'homme qui va être très forte dans la structuration du paysage. Donc, alors, ces cartes ne sont pas forcément très claires. Je vous ai juste fait un clin d'œil. Vous les retrouverez dans le site internet. Mais je vous ai fait un clin d'œil avec cette carte de Cassini où on voit les premières époques d'ouverture finalement de paysages forestiers. Et donc, on a des bases de landes qui apparaissent un peu partout avec les zones de pâture et de bocage qui viennent structurer une grande partie du territoire sur le département. L'occupation humaine aussi qui est assez importante avec des concentrations très très fortes sur le littoral, sur les agglomérations et notamment l'agglomération nantaise, et puis donc avec une très très forte pression littorale et rétro-littorale, ce qui donne dans le paysage ces fameux lotissements, hein, en fait. Dans l'Atlas, j'avais fait une petite réunion où j'avais montré des photos
de différents lotissements un peu partout dans la région. Et on a essayé de jouer à où est-ce que c'est, quoi, en fait. C'était assez compliqué, je ne vous cache pas, de savoir si c'était en Mayenne, en Sarthe, en Vendée ou en Loire-Atlantique. Alors que si on faisait le même exercice avec le patrimoine, voilà, c'est très facile du coup, parce qu'on retrouvait la géologie, on retrouvait des modes de construire qui sont complètement différents en Mayenne, en Loire-Atlantique, en Vendée, en Sarthe et en Maine-et-Loire. Donc voilà, également une grande diversité sur ces socles de faire-valoir agricole, donc avec notamment sur le couloir ligérien toute la viticulture qui vient à l'appui, et puis donc une base d'agriculture liée à l'élevage et polyculture élevage, et puis dans les grands secteurs de bassins type bassin parisien et bassin aquitain, on va retrouver les grandes cultures en fait, donc notamment en Sarthe et en Vendée. Enfin, ensuite Vendée. Et autre élément aussi dans la valorisation du territoire par l'homme, c'est tout ce qui donne l'entourage des villes. Donc là, on est bien à Nantes. Hein. Je ne vous cache pas que c'est pas forcément le plus facile à reconnaître, mais c'est ce qui est proposé, en tout cas, comme paysage à ceux qui arrivent sur le territoire. Autre petit travail qu'on a fait aussi, on s'est penché sur la question des représentations culturelles des paysages. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? On a pris le temps d'étudier un peu, pas qu'un peu, on a étudié assez longtemps les représentations artistiques des paysages. Et donc, on a retrouvé, ce qu'on a fait, hein, on a été un peu sioux, on a utilisé la revue 303 en fait, hein, qui est la revue culturelle de la région. Et on a pris tous les numéros des 303 et on a essayé de regarder, parce qu'il y a des thèmes qui sont récurrents, et donc on a essayé de regarder finalement où se concentraient les principales représentations culturelles. Donc il y a de gros biais dans cette méthode d'approche, mais on n'avait pas non plus ni le temps ni les moyens de faire tous les musées, toutes les recherches artistiques. On aurait mangé le budget de l'Atlas rien que pour faire ça. C'est presque une thèse d'ailleurs à l'échelle régionale. Donc là, on avait pris ce biais-là, mais c'était assez intéressant de voir que finalement, il y avait des grands thèmes qui ressortaient, notamment la Loire, avec ce qu'on appelait la voie royale. Donc, on retrouve les paysages ligériens à la fois bucoliques, mais aussi industriels dans leur représentation. On a également le littoral et les paysages littoraux hein, qui sont assez forts. Alors, je voulais un petit extrait de ce texte. Donc, si vous arrivez à Guérande par le Croisic, après avoir traversé le paysage des marais salants, vous éprouverez une vive émotion à la vue de cette immense fortification encore toute neuve. Alentour, le pays est ravissant. Les haies sont pleines de fleurs, de chèvrefeuilles, de buis et de rosiers, de belles plantes. Vous diriez un jardin anglais dessiné par un grand artiste. Cette riche nature a pour cadre un désert d'Afrique bordé par l'océan. Mais un désert sans arbres, sans une herbe, sans un oiseau, où, par les jours de soleil, les paludiers vêtus de blanc et clairsemés dans le triste marécage où se cultive le sel font croire à des Arabes couverts de leurs burnous. Donc ça, c'est Balzac qui raconte ça de Guérande. Donc vous voyez qu'effectivement, on fait des parallèles qui aujourd'hui feraient peut-être un peu frémir, mais en tout cas, il y a un pouvoir évocateur très tôt de ces paysages de marais qui sont effectivement encore aujourd'hui assez émouvants. Et puis, il y avait deux autres types de paysages qui ressortaient, mais de façon plus sporadique, hein, puisque vous voyez que quand on voit la localisation des représentations, quelle que soit l'époque, hein, on a la Loire, on a on a le littoral, on a aussi les villes, donc notamment les paysages urbains et industriels qui sont très représentés dans l'iconographie. Et puis plus sporadiquement, ce qu'on a appelé le pays profond, donc les paysages ruraux, qui sont représentés eux, mais de façon beaucoup moins importante en fait. Et en tout cas, avec une couverture assez homogène sur l'ensemble de la région. Alors je vous ai mis juste un petit clin d'œil, parce que moi j'ai bien aimé cette vue hein, sur laquelle on a travaillé. Donc c'est Nantes au 19e siècle. Donc c'est une représentation que vous pouvez trouver au château des Ducs de Bretagne. Et donc on voit tout le réseau hydrographique nantais. Hein. On reconnaît bien la voie de chemin de fer ici, le cours des 50 otages où on avait encore l'Erdre qui passait par là, l'île de Nantes, hein, qui était jolie
un joli endroit rural avec des champs, des canaux, des irrigations de fossés. Et puis Saint-Sébastien et Rezé, donc qu'on voit sous forme d'une grande campagne en fait, qui font le Sud-Loire. Et puis tout le tissu urbain avec des interpénétrations assez fortes des principaux vallons qui amènent cette nature directement en ville, quoi, en fait. Donc vous voyez que le cadre nantais a été complètement transformé. D'ailleurs, j'en dirai quelques mots après, mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris sur Nantes, et notamment le quartier, ces quartiers de l'île de Nantes et des anciennes îles de Nantes, c'est qu'on a des quartiers, des paysages hautement mutagènes, en fait. C'est-à-dire que ça a toujours changé dans l'histoire, en fait. C'est-à-dire que ce cœur de Nantes, ce cœur fluvial de Nantes, n'est jamais resté plus de 50 ans de façon identique, quoi. C'est-à-dire qu'on est passé de prairies à des zones d'habitation, à des zones de chantier naval, à des zones de construction. On est revenu aujourd'hui à des programmes un peu plus complexes. Enfin, ça bouge en permanence, en fait. C'est une ville recyclable, en fait. Alors, c'est peut-être le côté fluvial qui donne cette ambiance-là, mais en tout cas, l'imaginer de façon permanente, c'est presque pas identitaire, en fait. Donc, c'est assez intéressant de se rendre compte de ça. Alors ensuite, on s'est penché sur la question des pratiques sociales touristiques et des images véhiculées. Donc là, je vais pas épiloguer là-dessus, mais on a fait un travail sur les représentations des offices de tourisme départementaux. On voit bien que la Loire-Atlantique valorise son littoral, la Loire, on remonte la vallée de l'Erdre, le canal de Nantes à Brest, puis après, je dirais, il n'y a plus grand-chose à voir, on dirait, alors que quand vous connaissez le territoire de Loire-Atlantique, il y a toute une diversité de paysages qui ne sont pas forcément valorisés par ça. Mais vous voyez que les fers de lance touristiques, parfois, peuvent occulter une grande partie des paysages. Idem, on a travaillé sur les représentations sous forme de cartes postales historiques. Et donc, on a regardé les concentrations. Donc là aussi, vous voyez que bord de mer, les principales agglos, le Val-de-Loire, on a une représentation assez forte. Par contre, ce qui apparaît ici, c'est un petit axe sur la Sèvre nantaise, donc qui est aussi assez représenté en fait. Donc vous voyez qu'en fonction des types de vecteurs de communication, on a des représentations qui sont un petit peu différentes. Donc je vous ai mis quelques extraits de ces cartes postales. Donc Nantes à l'époque fluviale, les ports de pêche, la plage de la Baule et puis la Loire à vélo. Alors petit travail qu'on a fait aussi, ça vous pourrez le faire chez vous d'ailleurs, c'est assez intéressant. Alors ça fait un peu trembler le comité de pilotage que j'avais sur l'Atlas des paysages, mais en gros j'ai dit on va jouer au Petit Prince, donc je leur ai dit dessine-moi la région. Donc ils avaient tous une feuille blanche, ils avaient un petit quart d'heure et puis chacun devait dessiner sa carte de la région. Alors ça, c'est un exercice un peu violent, parce qu'on se rend compte déjà que là, on a fait la synthèse de ce que tout le monde avait dessiné, en fait. Donc plus c'est dessiné gros, et plus il y a de gens qui l'ont dessiné, en fait. Et puis s'il n'y a rien de dessiné, c'est que ça n'existe pas. Et donc, vous voyez que c'est assez intéressant, parce que le nord de la Loire-Atlantique, c'est un no man's land, en fait. C'est-à-dire que quand on dessine la Loire-Atlantique, on a un peu de mal. C'est-à-dire qu'on dessine bien l'Atlantique, on dessine bien la Loire, on dessine bien Guérande, les Marais, la Brière, ça marche bien. Les marais de Breton-Vendéen, ça marche bien. Le vignoble, je ne suis pas sûr qu'on le voit. L'agglo nantaise, ça marche sans problème. Et puis là, il y avait le bocage des Mauges et de Vendée. Donc ça, c'est les autres participants qui ont couvert la carte, on va dire. Je ne suis pas sûr que les Nantais auraient dessiné ça. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des zones blanches comme ça, des paysages entiers, dont on ne se rappelle plus en fait. C'est-à-dire que spontanément, quand on vous demande de les représenter, il y a des trous. Mais c'est normal. Donc tout le monde n'a pas la carte dans la tête et tout le monde n'a pas la mémoire des paysages dans la tête. Donc c'est un exercice complètement... je dirais, subjectif, et donc c'est d'où l'intérêt de cet exercice. Mais quand on travaille sur le territoire, c'est parfois intéressant de commencer par là. Alors j'ai fait avec des élus, c'est aussi très stressant pour les élus, parce qu'on part toujours du principe que les élus connaissent tout leur territoire, c'est complètement faux, c'est-à-dire qu'ils ont une vision pour beaucoup très partielle de leur territoire, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas tous passé leur temps sur tout leur territoire. Et donc, c'est assez intéressant de voir là où il y a des trous, parce que derrière, ça donne aussi des trous de réflexion. Si déjà, on n'a pas les sites en mémoire, si nous, bureau d'études, on va tout voir et on considère que tout le monde a tout vu, vous voyez que très vite, on ne va pas se comprendre, en fait. Et donc, ça, c'est assez intéressant aussi de se rendre compte de ces vides. Donc, cette carte, elle est aussi intéressante par ce qui manque, en fait.
et puis aussi des évidences. Hein. C'est-à-dire que quand on va parler d'agir sur les paysages de Loire, ça, tout le monde va être d'accord, parce qu'il y a effectivement quelque chose à faire sur les paysages de Loire, c'est présent dans les esprits de tout le monde. Quand on va parler de ce secteur-là, c'est peut-être voilà, ça va peut-être plus compliqué. Alors au-delà du comité de pilotage, on a fait tout un travail avec une sociologue sur la perception sociale des paysages régionaux. Donc ça, c'était assez intéressant parce qu'il y avait une méthode un peu plus, je dirais un petit peu plus carrée. Donc on a travaillé sur une trentaine de points d'interview, c'est-à-dire qu'on a maillé le territoire par des villes, et puis dans ces villes, on a invité des personnes par le biais des maires, des élus, pour avoir à la fois des acteurs du paysage, des élus, et puis des représentants d'associations ou des habitants qui viennent à ces réunions-là. Il y a eu tout un travail de fait sur justement la perception des paysages, de leur dynamique d'évolution et des enjeux pour demain. Et donc ce qui était assez intéressant sur cette carte-là, c'est la question qui était posée, c'est quels sont les lieux que vous fréquentez pour votre plaisir pendant votre temps libre, en fait. Voilà, simplement ça. Et donc, on a fait une synthèse. Et donc, vous voyez la concentration finalement de ces lieux. Donc, on retrouve la Sèvre nantaise, Nantes. On voit la Loire. Alors, la Loire jusqu'à Angers, c'est très très fort. Hein. Ça va dans le rouge. Entre Angers et Nantes, bon, il y a autour d'Ancenis un peu. Et puis entre Nantes et l'estuaire, c'est pas très fort. Même s'il y a la manifestation de l'estuaire, avec les œuvres d'art et tout ça, ça reste encore très confidentiel en fait. Enfin, vous voyez si on avait la continuité sur la carte en Indre-et-Loire, là on aurait une concentration plus forte. C'est-à-dire que passer la Loire des châteaux, la Loire peine un peu à exister en fait. Donc voilà, c'est un petit constat qu'on a fait. Il y a aussi tout ce qui est côtier qui apparaît. Et puis là encore le canal de Nantes à Brest qui est assez fort. Enfin, en tout état de cause, la concentration des réponses, ça c'est pas une info, c'est que c'est les paysages de l'eau qui dominent. Donc, en général, on est toujours très attiré par les paysages de l'eau. Ça c'est voilà. Alors, quand on a en plus des territoires où il y a de l'eau, fatalement ça sort plus quoi en fait. Donc là il y avait 348 réponses. Par contre, ce qui nous a beaucoup surpris, c'est qu'en deuxième, avec une centaine de réponses, en proportion moindre, mais ce qui vient en deuxième, c'est les villes. Donc ça, c'est un peu la grande claque pour tout le monde, parce qu'on s'attendait à avoir d'autres types de paysages. Et en fait, les gens deviennent de plus en plus urbains et donc ont une perception du paysage qui est de plus en plus urbaine. Et donc, après les paysages d'eau, c'est les paysages de ville qu'on aime bien fréquenter, en fait. Donc ça, c'est aussi une information, parce qu'on a un peu des idées convenues, comme ça, on se dit, on aime bien aller à la campagne. Vous voyez que la campagne, elle arrive derrière les villes, et avec un peu moins de réponses quand même. Et puis derrière la campagne, il y a les villages et les cités de caractère. Donc vous voyez que si on combine ville et cité de caractère, finalement, la campagne, elle est très très loin derrière. Donc on a finalement, globalement, sociologiquement, une très forte conscience des paysages urbains. Pourtant, dans la ville, on a mis longtemps à faire intervenir des paysagistes, parce qu'on se disait que c'était plutôt le fait des architectes et des urbanistes. Or, finalement, pour tout le monde, le paysage urbain existe. Bon, peut-être un peu moins pour les élus, j'en sais rien. En tout cas, le paysage existe fortement en ville. Donc quelques témoignages, ça c'était intéressant. Alors vous retrouvez dans l'atlas, il y a des petits liens qui vous envoient vers une somme de témoignages et c'est assez riche quand vous allez sur le site internet. Donc je peux vous en citer une. Donc un représentant associatif qui dit la Sèvre, c'est un endroit aussi beau pour marcher que pour l'intimité qu'elle offre. Contrairement à la Loire, on y retrouve des roches au milieu. Il y a une belle lumière, les chemins ne sont pas fichés, ce qui donne une certaine liberté à la promenade. Donc vous voyez qu'il y a quelqu'un qui disait je préfère les villes fluviales, le fleuve c'est une brèche vers le ciel, il y a une lumière, une variété de séquences. Rennes est une ville où on ne voit plus la rivière, le rapport à l'eau est violent. J'ai toujours vécu à proximité de l'eau, à Nantes, à Bordeaux, Paris. Les villes où l'on voit l'eau me marquent plus. L'eau amène la végétation dans la ville, c'est une sorte de corridor vert. Donc vous voyez qu'il y a des choses très très fortes qui sont dites et qui sont assez intéressantes aussi pour travailler sur les espaces.
Donc finalement, on s'est rendu compte que globalement, le sens donné au paysage est souvent lié à la construction individuelle du bonheur, individuel ou collective en fait. Donc le cadre de vie quotidien, choisi ou non, va peser sur la personne et sur la manière de se penser dans son rapport au monde et aux autres. Et donc vécu intérieurement, ce bonheur, il est associé à un état de tranquillité ou d'apaisement individuel, de communion et de partage avec les autres, là où d'autres vont percevoir, eux, plus le bonheur au contact de paysages dans une matérialité, enfin dans la matérialité qu'elle offre en fait. Donc il y a une notion soit de partage par rapport au lieu, ou soit de rapport au lieu en direct en fait. Et donc, la question du beau paysage, elle renvoie une perception de l'être et du rendre heureux. Et donc ça, c'est quelque chose aussi d'assez intéressant, notamment ce qui explique cette fascination pour les paysages de l'eau qui donne une impression de se rapprocher d'un paysage originel, en fait. C'est la matrice maternelle, on va dire, l'eau, donc, si on prend la symbolique. Et donc, c'est aussi une volonté qui est ressortie dans les entretiens de concilier en permanence ville et nature. Et donc les paysages urbains sont appréciés pour des opportunités de loisirs aussi, de déambulation dans les parcs, sur les berges ou dans les quartiers patrimoniaux. Donc il y a une dimension de possibilité de faire dans le paysage qui est assez importante. Et puis la ruralité, ce qu'on a senti aussi, c'est qu'elle est vécue aujourd'hui assez difficilement. Alors d'une part dans une difficile cohabitation entre les populations rurales et les populations extra-urbaines. On dit bien extra-urbaines et pas néo-ruraux, parce que c'est un peu un terme qui fausse un peu la perception qu'on a de ce qu'on appelle les néo-ruraux. On est plutôt dans des extra-urbains, c'est-à-dire qu'il y a une partie des personnes qui habitent en campagne, non pas par choix, mais parce qu'elles travaillent en ville ou elles vivent en ville et qu'elles n'ont pas les moyens d'habiter en ville, en fait. Et donc on retrouve une population qui est extra-urbaine, en fait, qui a plutôt des modes de vie urbains dans un contexte campagnard. Donc vous voyez que ça ne va pas forcément bien avec la population locale. Donc parfois il y a un échec d'intégration de ces deux populations, enfin de cette population extra-urbaine, parce que le lieu qui les avait séduits au départ, et ça on l'a senti dans les entretiens, répond plus aux attentes. C'est-à-dire qu'au début on se dit voilà, je travaille et je vais à la ville, mais je vais habiter à la campagne, ce sera plus sympa. Puis finalement, on se rend compte que le lieu n'est pas si sympa que ça. Donc voilà. Ou soit sinon, parce que la population d'accueil ne laisse pas la place qui convient. C'est-à-dire que très souvent, on dit c'est les nouveaux arrivants, ils ne s'intègrent pas. On ne se pose pas la question de qu'est-ce qu'on a fait pour accueillir les nouveaux arrivants, en fait. Et donc ça, parfois, ça amène à des revers électoraux assez cinglants. Je pense à certaines communes des Mauges, entre Nantes et Cholet, où il y a une explosion démographique très forte dans les lotissements. Puis on retrouve les conseils municipaux de locaux, de gens du cru depuis 2 ou 3 générations qui se sont fait complètement sortir par des nouveaux habitants parce qu'effectivement, eux, ils n'étaient pas entendus. Donc du coup, ils ont monté une liste. Et comme ils avaient un poids de population très fort, de fait, ils ont gagné les élections. Donc du coup, ça amène aussi à des situations assez complexes. Donc globalement, sociologiquement, la perception du paysage va être influencée par le vécu. Voilà, on compare le paysage dans lequel on est avec celui ceux qu'on a traversés ou vécu. Ça dépend de l'âge aussi. Et il semble, d'après les entretiens, que plus on vieillit et plus on prend conscience de ce qui nous entoure n'est pas éternel. Donc on en sent les modifications. Donc du coup, on y est plus sensible en fait. La question de génération aussi, le mode de transmission dans les familles est important. Le rapport à la nature, il faut voir qu'effectivement, quand on éduque un enfant en ville, il n'a peut-être pas forcément le même contact qu'un enfant qui est éduqué en campagne avec la nature et l'environnement. Donc fatalement, ça donne des choses contrastées. La question de mobilité aussi, quelque chose de très important dans la perception de l'espace. On a tendance à considérer que les gens qui habitent là depuis toujours. C'est pas le cas, et encore plus aujourd'hui, où il y a des gens qui vont habiter dans 3, 4, 5 endroits différents dans leur vie. Et donc derrière, comment ils prennent accroche au paysage dans lequel ils sont. Et donc ça pose des vraies questions en termes de paysage. Le contact avec le paysage aussi. Est-ce que le paysage est directement fréquenté ou il est virtuel? Donc il y a la question du télétravail, du e-commerce, de l'information, des loisirs sur écran qui posent certaines questions. J'ai eu des problématiques avec des stagiaires où ils ne voyaient pas l'intérêt d'aller sur le site parce que finalement avec Google Earth, on pouvait avoir un street view de tout, enfin tout était modélisé. Donc voilà, la perception qu'il avait par l'écran lui suffisait. Donc c'est vrai que moi ça me faisait un peu bondir, mais en même temps on est dans une société qui facilite aussi la virtualité en fait. Et donc du coup demain, quelle sera la perception du paysage quand l'éducation a été faite par la virtualité?
Moi, je cite toujours ça avec mes étudiants. Quand j'ai commencé à faire du paysage, j'étais à l'époque, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça. Pourtant, je suis pas forcément hyper vieux, mais on n'avait pas de numérique. Donc, on avait les pellicules, on avait nos 36 poses, on en avait 2-3. On passait une journée de terrain et donc, il fallait réfléchir aux photos qu'on prend. Parce qu'effectivement, quand on a un nombre de poses défini, on n'en a pas plus. On n'en aura que celle-là, quoi. Donc, si on en rate en plus, voilà, quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut prendre tout ce qu'on veut, en fait. Il n'y a pas de limite quasiment, quoi. Donc, du coup, on ne prend pas le temps de regarder et de réfléchir à quelles photos on va prendre, on les prend toutes. Et puis très souvent, quand je fais du terrain avec les étudiants, quand ils reviennent, ils n'ont pas du tout les photos qu'il leur faut, parce qu'ils n'ont pas passé le temps à regarder le paysage. Ils ont pris, mitraillé tout ce qu'ils pensaient être mitraillable, sauf qu'en fait, il n'y a pas les bonnes. Donc très souvent, ils sont obligés de retourner sur le terrain, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les bonnes photos. Donc voilà, la question de mixité sociale aussi, qui est vraiment importante, et puis la question de normes et pratiques du paysage. Donc il y a des modes sur la pratique du paysage qui changent et qui remettent en question certains éléments qui ont été faits par certaines décennies. Donc voilà pour la synthèse. Je suis allé un peu long, mais c'est un thème qui est intéressant et qui a été particulièrement bien traité dans cet atlas. Je vous remontre cette carte pour vous montrer effectivement la diversité. Donc là, on est sur les familles de paysages. Donc par couleur, il y a un grand type de paysage. Et donc on voit bien que Loire-Atlantique, on est majoritairement sur un paysage de plateau bocagé mixte. On a des paysages d'eau, donc la Loire, les marais de Guérande, les marais de Brière, paysage urbain littoral et l'agglomération nantaise qui ressortent fortement, et puis la pastille du paysage viticole du secteur du Muscadet. Donc plus en détail, quand on fouille, on voit qu'on a effectivement 16 unités paysagères sur le département. Et quand on décline, alors c'est le sens des petits pointillés, je ne vais pas en détail sur la carte, mais on a 52 sous-unités paysagères. Donc vous voyez qu'on a quand même une belle diversité sur le territoire. Pour avoir travaillé sur l'atlas de la Guyane, titre de comparaison, la Guyane c'est la taille du Portugal, il y a 11 unités paysagères, donc qui étaient déterminées avec la même méthode. Bon, c'est un peu logique parce que la forêt c'est déjà un ensemble assez conséquent, mais vous voyez qu'on est quand même sur une bonne densité d'unités paysagères sur ce secteur. Donc je vais on va faire un petit voyage ensemble sur toutes ces unités paysagères. Je ne vais pas toutes les détailler, on pourra en reparler après si vous souhaitez. Mais d'abord, dans la famille des paysages bocagés, il y a ce que j'appelle les bocages orientés, donc qui sont très marqués par la direction armoricaine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est ce qu'il y a au nord du département. Alors la direction armoricaine elle se traduit par ce que j'appelle un paysage en tôle ondulée, en fait, ce qu'on appelle de façon plus savante les reliefs appalachiens, en fait. C'est en référence aux montagnes des Appalaches aux États-Unis, où on a cette succession de plissements qui vous donnent ces directions très fortes dans le paysage, et donc qui vont structurer le paysage de façon assez importante, avec sur les crêtes des sols plus pauvres. Donc derrière, on va avoir des crêtes forestières, et puis une occupation urbaine qui se fait plutôt sur les coteaux, donc c'est les crêtes secondaires. Et ensuite, les fonds de vallée assez humides avec des jeux d'étangs, de lacs, puisqu'on est sur le réservoir aussi, sur les réservoirs du canal de Nantes à Brest. On a restocké un peu des eaux sur ce château d'eau du département pour les renvoyer sur le canal de Nantes à Brest. Et donc, on va avoir ces paysages où finalement, on a une impression d'être dominé par la forêt, alors que finalement, on est dans un paysage de bocage. On va avoir aussi tout ce patrimoine minier qui va apparaître, et puis ces grandes ondulations. Particularité de ce paysage en évolution, c'est que c'est le secteur où on a le plus d'éoliennes aussi. On commence à avoir des concentrations d'éoliennes dans le nord du département qui nous amènent à parler de paysage éolien, en fait, dans la mesure où on a à peine quitté du regard un champ éolien qu'on en retrouve un autre, en fait. Donc je ne mets pas de connotation positive ou négative, c'est un constat, en fait. Le développement éolien s'est fait sur ce territoire-là, donc derrière, on a un paysage qui est assez marqué. Alors il y a deux variantes. Il y a ce qu'on appelle les marches, donc c'est ce territoire de ce relief de marche qui est ensuite aussi une marche historique, puisqu'on a les marches de Bretagne avec toutes les citadelles de protection de la Bretagne qu'on va retrouver fluctuantes sur tout le territoire.
Et donc, on va avoir les marches entre Anjou et Bretagne, où on va avoir une transition dans l'architecture entre l'architecture angevine et puis l'architecture bretonne. Et puis, les vallées des Marches de Bretagne, un peu plus au nord, où on va retrouver Guéméné-Pinfo, tous ces secteurs-là, où on va avoir la grande vallée du Don et la vallée de l'Isaac, qui vont aussi structurer le paysage. Donc, avec notamment le canal de Nantes à Brest, que vous voyez en bas. Petite particularité, quand on va vers l'ouest et qu'on remonte vers la Bretagne, on va avoir du conifère qui va apparaître dans le bocage en fait. Alors que quand on est plus à l'est, on va avoir un bocage essentiellement de feuillus en fait. Donc c'est aussi à ça qu'on fait la différence entre ces deux paysages. Alors si on continue dans les plateaux bocagers, donc on descend un petit peu plus au sud, en dessous de la forêt d'Ancenis, donc la dernière crête, et donc on va avoir des plateaux bocagers qui sont des transitions vers des grands ensembles hydrographiques. Donc entre la forêt d'Ancenis et le Val de Loire, on va avoir les contreforts ligériens vers l'Erdre et le Segréen, donc un paysage bocager assez ouvert, puisqu'on est semi-plan, et donc le bocage a complètement explosé sur ces secteurs, notamment par le passage de l'autoroute, puisque l'autoroute, qui dit autoroute dit remembrement, et donc qui dit remembrement dit en général un petit peu de casse dans le bocage en fait. Donc on va avoir des paysages avec une grande profondeur visuelle sur ces secteurs-là. Et puis on a le bocage du sillon de Bretagne dont je vous ai parlé, alors, qui présente la particularité d'être assez conservé dans le périmètre du projet de Notre-Dame-des-Landes. Par contre, autour, ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on a la pression urbaine de l'agglomération nantaise et puis des reports de pression aussi liés à l'interface entre Nantes et Saint-Nazaire, donc avec une forte attractivité sur ces secteurs. Donc un bocage pavillonnaire en fait. On va retrouver des petits... parce que la spécificité du bocage, c'est qu'on a un habitat naturellement diffus, mais on a un peu ajouté à cette diffusion, voire même on a ajouté à cette confusion. Et donc on va retrouver des bocages voilà, où on va avoir du pavillonnaire qui vient en plus de l'habitat traditionnel. Et chose intéressante, c'est que quand on a mis des petits arbres décoratifs dans les jardins, au bout de 50 ans, ce qui est le cas ici, on va retrouver des arbres adultes et donc on va avoir une palette végétale de conifères ornementaux assez impressionnante qui viennent émailler le bocage en fait. Donc là aussi, c'est un truc assez amusant, c'est que toutes les règles d'urbanisme en général sont faites pour réglementer l'architecture, les alignements, les façades, les machins, les reculs, les clôtures. Alors qu'en fait, ce qui se passe dans les jardins, on s'en occupe très très peu et c'est finalement ce qui, au bout de 30 ans, va se voir le plus en fait, parce que l'architecture, on la voit plus beaucoup en fait quand on a un tel couvert. Alors ensuite, on va passer à un autre, les bocages du sud Loire, donc qui se caractérisent notamment par un changement d'architecture. Ce qui dit sud Loire dit apparition de la tuile tige de botte, donc d'autres couleurs de l'architecture. Donc avec trois types de bocage, donc le bassin de Grandlieu, donc caractérisé par la présence du lac de Grandlieu, et puis donc cet effet de cuvette d'effondrement géologique qui nous amène finalement un lac qui est assez discret en fait, puisque comme sur ces légers reliefs qui encadrent le lac, on va retrouver un bocage ou des boisements, et donc tout ce gainage à la fois de topographie couplée au boisement ou au bocage va masquer complètement le lac. Donc c'est vrai qu'on le voit un peu au dernier moment, même si c'est un des plus grands lacs de France, on retrouve cet espace de façon assez confidentielle. On a également le bocage rétro-littoral, donc alors là vous avez le bocage de Grandlieu avec aussi une couronne viticole, le bocage rétro-littoral où on va avoir une présence, donc là on est entre le lac de Grandlieu et le littoral. Sur ce bocage-là, deux particularités. La première, très forte pression urbaine, puisqu'on a saturé l'agglomération nantaise au niveau habitat, on a saturé le littoral au niveau habitat. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est les bourgs qui sont entre les deux qui commencent à pousser un peu les limites en fait. Et donc on va voir un exemple tout à l'heure des effets de ça. Deuxième conséquence aussi du grossissement de l'agglomération nantaise, c'est que Nantes était connue pour sa ceinture maraîchère. Sauf qu'à un moment, la ceinture maraîchère, elle est bien gentille, mais par rapport au prix du foncier et aux possibilités de vente du terrain pour le logement, on va la dégager en fait, parce que voilà, on pousse un peu les murs là encore, et donc cette ceinture maraîchère, elle se retrouve propulsée un peu plus loin, au-delà de Grandlieu en fait, sur ce territoire. Et donc on va avoir l'apparition de ce que j'appelle un bocage maraîcher en fait, qui est complètement un paysage créé il y a une vingtaine d'années, et donc qui commence à se développer dans ces secteurs.
La particularité aussi de ces secteurs, c'est qu'on va avoir dans le bocage rétro-littoral des vallées est-ouest dans lesquelles on va retrouver des petits marais, à l'instar de ce qu'on a dans le marais breton vendéen au sud, donc dans la baie de Bourgneuf. On va retrouver ces typologies de marais, mais de façon très étroite dans ces vallées. Donc ça a des paysages assez intéressants et assez fragmentés, qui sont assez riches en fait, qui sont assez méconnus, mais qui sont très intéressants. Alors les deux grands paysages ligériens sur votre département, donc la Loire des promontoires, qui est, j'en ai parlé tout à l'heure, le dernier moment où la Loire traverse une montagne, donc à savoir le massif armoricain. Du coup, elle se resserre. On a des coteaux assez abrupts sur lesquels très tôt on a mis des châteaux, des places défensives, puis ensuite des châteaux type Renaissance, donc où on se montre. On va avoir un très beau patrimoine sur ce secteur. Et donc on va avoir des jeux de promontoires comme ça, avec des co-visibilités qui sont assez intéressants et un paysage de qualité, avec une fluctuation de l'eau là-dedans assez impressionnante, parce que comme la Loire se resserre, c'est un goulet d'étranglement, donc la moindre pluie, on se retrouve avec une montée des eaux, ce qui fait que les inondations ici, on s'y est complètement adapté, donc il y a toute une structuration du paysage en lien avec les inondations. On l'a parfois un peu oublié, donc ça crée des conséquences assez lourdes, mais en l'occurrence, normalement, ça ne doit pas poser de problème puisqu'on s'y est adapté. Autre paysage impressionnant, peut-être moins connu, enfin en tout cas il l'est un peu plus parce qu'il y a des actions culturelles sur le secteur, mais c'est la Loire estuarienne, donc avec à la fois un paysage naturel assez fort, puisqu'on est dans l'estuaire, donc une grande amplitude de la vallée de la Loire, puisqu'on a franchi là le verrou du massif armoricain. Et la particularité, c'est qu'on va avoir une occupation industrielle qui est active et qui s'active très tôt dans l'histoire en fait. Donc on a la monumentalité naturelle de la Loire qui cohabite avec la monumentalité industrielle très ancienne dans ce secteur, avec des repères très forts. Là on voit le pont de Saint-Nazaire, les grues des ports, des terminaux portuaires de Saint-Nazaire. Donc là, du coup, un paysage franchement monumental. Et puis on a deux paysages urbains. Le premier, qui est celui de l'agglomération nantaise. Donc avec, là, on a un petit bloc diagramme qui n'est pas orienté dans le même sens que la vue qu'on a vue tout à l'heure. Mais vous voyez que là, l'eau est complètement contrainte. C'est-à-dire qu'on avait une ville d'eau au niveau de l'agglomération nantaise. Aujourd'hui, on a une ville assez minérale. Alors elle a quand même gardé effectivement son couloir ligérien qu'on essaye de reconquérir aujourd'hui avec les projets qui sont sur les berges. Mais on a aussi tous les affluents en fait, qui amènent des petites coulées vertes. On va retrouver les grands parcs nantais qui vont se greffer sur ces vallées. Je pense notamment à la Chésine et puis au Val d'Erdre aussi, vallée de la Sèvre, qui est aussi assez intéressant en termes d'entrée verte. Et donc là, un paysage urbain assez complexe qu'on a pas mal décrit dans l'Atlas. Et puis donc la côte bretonne méridionale, donc c'est effectivement tout le paysage classique de côte urbanisée sur le littoral de Loire-Atlantique, avec les petites pêcheries qui sont un peu la signature de ce paysage urbain. Alors ça peut paraître un peu iconoclaste de parler de paysage urbain, mais il faut voir que contrairement au littoral vendéen, en Loire-Atlantique, on est quasiment en continu sur le tissu urbain. Alors à quelques exceptions près, notamment je pense la réserve naturelle de Préfaille, où on va avoir des petites interruptions, mais globalement on est sur un territoire, un littoral qui est très très urbanisé. Autre élément identifiant de la Loire-Atlantique en termes de paysages sont tous les paysages de marais. Il faut savoir que la Loire-Atlantique possède quasiment tous les types de marais possibles et imaginables, à la fois marais d'eau douce, marais d'eau saumâtre, marais salants. Et donc là, on a une grande variété, une grande richesse, une grande fragilité aussi, puisque tous ces marais, vous l'avez compris, sont sous pression urbaine permanente, sous pression des infrastructures aussi, parce qu'on ne traverse pas un marais facilement. C'est de tout temps dans l'histoire. Quand les terres sont mouillées, c'est pas facile d'avancer. Et donc, effectivement, en termes de paysage, on a contourné, mais des fois, on a envie de rogner un peu dessus pour pouvoir faciliter les cheminements. Alors, heureusement, il y a pas mal de protection sur ces secteurs. Pour la petite histoire, on avait travaillé sur un atlas des paysages de Loire-Atlantique départemental avant de faire le régional en fait. Donc il y a une variation entre les deux atlas de paysages. Si vous tapez
Atlas de paysage Pays de Loire et Atlas de paysage Loire-Atlantique, vous verrez qu'il y a deux sites qui recèlent quasiment la même information, si ce n'est que le passage à l'échelle régionale a supprimé des unités paysagères qu'on avait créées pour la Loire-Atlantique de façon un peu spécifique, notamment au niveau des marais, puisqu'on voulait montrer cette diversité des marais. Et donc il y a certains marais qui apparaissaient au niveau d'unités paysagères dans l'atlas départemental, qui est dans l'atlas régional, sont devenus des sous-unités paysagères. Enfin, c'est du détail de sémantique, mais voilà, pour les gens qui sont un peu pointilleux, si vous regardez les deux cartes, vous verrez qu'il y a des différences en fait, qui ne sont pas simplement liées à l'évolution, mais comme vous voyez que depuis le début, je vous ai dit que le paysage était subjectif, on est passé d'un atlas départemental à régional, on a eu deux comités de pilotage différents, donc derrière deux arbitrages différents sur les choix. Et donc si on est cohérent par rapport à la question de la compréhension des paysages, on tient compte de la vie qu'on a en face. Et donc derrière, ça peut amener des variations. Donc ça, c'est un élément assez intéressant. Mais ceci dit, vous voyez qu'on a effectivement, au travers de ces 4 photos, des paysages, je dirais, palustres extrêmement variés, extrêmement riches et très très beaux. Alors du coup, avec une sociologie, une histoire complètement différente, mais des traits communs avec l'horizontalité, l'implantation humaine assez spécifique sur les zones sèches. Et donc on a là une vraie richesse. Là, vous avez le bloc diagramme du marais breton vendéen ici, qui remonte jusqu'à la baie de Bourgneuf dans votre département. Donc une ancienne mer en fait, puisque là on a gagné sur les terres, mais ici on avait un territoire littoral en fait sur le secteur. Et puis dernière unité paysagère, c'est le plateau viticole de Sèvres et Maine. Donc là le territoire viticole du Muscadet avec un plateau modelé en creux, des vallées très très incisées, puisqu'on est dans le massif granitique ou schisteux, et donc on va retrouver donc cette impression de planéité quand on est sur le plateau, et puis finalement quand on commence à descendre dans les vallées, c'est assez abrupt en fait. Donc il y a des jeux de contraste en termes d'ambiance qui sont assez remarquables, et notamment une particularité, c'est les marais de Goulaine en fait, qui sont ici représentés sous forme de sous-unités paysagères dans le secteur. Donc dans un paysage viticole qui est un peu aride, puisqu'on est plutôt sur des terrains secs, la vigne ne pousse pas les pieds dans l'eau, ça se saurait sinon. Et donc on a un territoire d'eau au milieu de ce territoire viticole, et donc du coup un contraste de paysage qui est assez remarquable.